J'ai avalé une pilule d'immortalité jetée par quelqu'un. J'ai obtenu une vie éternelle. Mais je ne suis pas invincible. Si je suis gravement blessé, je peux quand même mourir. Pour survivre dans ce monde de cultivation, je suis devenu un vagabond sans foyer. Mais la 5e année, j'ai vu un autre petit mendiant comme moi, battu à mort pour avoir heurté un officiel. La 7e année, j'ai rencontré un homme nommé Fang Yuan. Je l'ai vu pratiquer la magie des insectes, et il a massacré une ville entière. Il m'a juste regardé de loin, puis a fui pendant 70 jours sans s'arrêter. À partir de là, j'ai compris qu'il faut avoir du pouvoir. Sinon, même en étant immortel, je serai la proie des cultivateurs puissants. Malheureusement, mon corps n'absorbe aucune énergie spirituelle. Même mon talent est inexistant. N'ayant pas d'autre choix, je suis arrivé dans un village isolé. Ici, au moins, les puissants ne viendront pas. Dans le village, il y a un atelier de cercueil. Le patron s'appelle Li. Tout le monde l'appelle Oncle Li. Son savoir-faire est réputé dans les environs. L'idée de fabriquer des cercueils m'est venue, et cela m'a paru parfait. Dans le monde de cultivation, la vie et la mort sont un éternel sujet. Les mortels meurent, les cultivateurs aussi, les cercueils, peu importe l'époque, que ce soit pour cultivateurs ou mortels, sont indispensables. Et le métier de fabricant de cercueils, les gens ordinaires l'évitent. Personne ne veut concurrencer ce métier, et personne ne se méfie d'un fabricant de cercueils. Personne ne ressentira aucune suspicion envers moi. Alors j'ai poussé la vieille porte de l'atelier Li. Le patron, Oncle Li, a 63 ans cette année. Il a perdu sa femme tôt. Elle est morte en donnant naissance. Le bébé n'a pas survécu non plus. Depuis lors, il a gardé l'atelier tout seul. Il travaille le bois, peint, grave chaque jour, comme s'il voulait sculpter toute sa tristesse. Dans ses cercueils, tout le monde dit qu'Oncle Li porte malheur. Il porte malheur à sa femme et à ses enfants. Personne n'ose s'approcher de lui. Quand je suis arrivé à l'atelier, Oncle Li taillait une planche dans la cour. Les copeaux volaient comme des pétales de pêcher. L'odeur du bois frais flottait dans l'air. Oncle Li, je veux apprendre de vous. Je veux apprendre à fabriquer des cercueils. Oncle Li s'est arrêté un instant. Il m'a regardé, habillé de haillons. Sais-tu quel métier c'est? Tu sais que fabriquer des cercueils, c'est côtoyer la mort toute sa vie. Les femmes ne veulent pas épouser. Les amis ne veulent pas fréquenter. Sur la route, tout le monde t'évite. Tu es jeune. Il y a mieux à apprendre. Je n'ai ni famille, ni parents. Ce métier me convient. Oncle Li est resté silencieux longuement. Il m'a observé attentivement. Puis il a demandé soudain. As-tu peur des morts? Non, pas toi. As-tu peur de la solitude? J'ai réfléchi, puis répondu, j'y suis habitué. Oncle Li a reposé son outil. Il a frotté ses mains rugueuses. Savoir que si tu veux être mon disciple, tu devras veiller sur moi jusqu'à la fin. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Es-tu d'accord? J'ai affirmé avec assurance. Oncle Li est allé chercher un thé frais et m'a tendu la tasse. Bois cette tasse, et tu seras mon disciple. J'ai pris le thé, et bu d'un trait. C'était un thé grossier, amer et un peu âpre, mais cela m'a réchauffé le cœur. Dès lors, j'ai habité l'atelier Li. J'ai commencé ma vie d'apprenti fabricant de cercueils. L'art du cercueil est plus complexe que prévu. Le choix du bois est la première leçon. Le cyprès est dur, résiste au temps. C'est le meilleur choix pour un cercueil. Ses veines sont claires. Le prix est raisonnable. Les gens du peuple l'utilisent souvent. Le camphrier est doux comme du jade. Il ne pourrit pas pendant des siècles. Seuls les riches peuvent se le permettre. Quant au bois divin du monde de cultivation, Oncle Li l'a juste mentionné. Il a dit qu'il n'en a vu qu'une ou deux fois dans sa vie. Un bon artisan, en touchant le bois. C'est son âge, son origine, son humidité. Oncle Li caressait un morceau de cyprès. Ses yeux troubles étaient soudain brillants. Le bois a une âme. Si tu le traites bien, il sera bon pour le défunt. J'ai noté chaque détail. Système Dao Immortalité. Il ne m'a pas donné d'énergie ou de pouvoir, mais il semble avoir renforcé mes perceptions et ma capacité d'apprendre. Pour un même assemblage, si Oncle Li me le montre 3 fois, je retiens. 5 fois, je peux essayer. 10 fois, je réussis bien. En plus du travail de base, Oncle Li m'a transmis des techniques uniques. Comment graver des motifs de tranquillité sur le couvercle? Comment préparer une huile spéciale pour prévenir la corrosion et les insectes? Comment choisir l'orientation et les veines selon la date de naissance du défunt? Pour cela, on choisit l'emplacement et les motifs. Notre métier ne consiste pas seulement à fabriquer une boîte. Oncle Li m'a dit sérieusement. Le cercueil est la dernière demeure sur Terre. Il ne faut pas négliger. Les jours passaient. Nous vivions simplement dans l'atelier. Une vie sobre, rythmée. Au lever du jour, on taillait le bois. La nuit venue, on mangeait. Parfois, des clients venaient. On faisait sur mesure. On préparait la dernière demeure du défunt. En fin de 3e année d'apprentissage, un événement inattendu a troublé la tranquillité de l'atelier.
Comme d'habitude, je polissais un cercueil en bois de pin dans la cour. J'ai entendu un bruit étrange devant l'atelier, comme le vent dans une gorge, ou un tonnerre lointain. J'ai posé le papier abrasif et suis sorti. J'ai vu un homme en robe bleue devant la porte. Son visage était flou, voilé par une brume légère. Seuls ses yeux étaient très lumineux, comme deux étoiles qui brûlent. Son aura était profonde et ancienne. Même sans perception spirituelle, je sentais une pression suffocante. C'est un cultivateur, et très puissant. Oncle Lee s'était déjà placé devant moi. Il s'est courbé légèrement, mais sans peur sur son visage. Il a fait des cercueils toute sa vie. Il a vu toutes sortes de clients. Honorable client, bienvenue à notre humble atelier. Que puis-je faire pour vous? L'homme en robe bleue regardait l'atelier modeste. Sa voix était basse et rauque. Il a dit, j'ai besoin d'un cercueil. Juste simple. Mais je veux que tu graves 36 motifs de tranquillité sur le couvercle, enduit de 9 couches de cuivre à l'intérieur, 7 pièces de cuivre sur la base. Oncle Lee a froncé les sourcils. Il ne sait graver que 70 motifs. 36, c'est au-dessus de ses capacités, mais c'est un artisan têtu. Il ne veut pas abandonner. Je ferai de mon mieux. Quand viendrez-vous le récupérer? Dans 50 ans. Oncle Lee a été surpris. Puis il a souri, impuissant. Après 50 ans, ses os seront sûrement déjà réduits en cendres. Mais il a jeté un coup d'œil sur moi. Puis il a hoché la tête. D'accord. Dans 50 ans, que ce soit moi, ou mon apprenti, on préparera le cercueil. L'homme à la robe bleue a hoché légèrement la tête. Il a sorti quelque chose de sa manche, et l'a posé sur le comptoir. C'était une épée longue, rouillée et abîmée. Le fourreau avait disparu depuis longtemps. La lame était couverte de taches de rouille rouge sombre. La lame était émoussée comme un vieux couteau jeté dans la rue. Même un mendiant ne la ramasserait pas. Cette épée, prends-la comme mon paiement. L'oncle Lee a ouvert la bouche, mais n'a finalement rien dit. On ne juge pas les objets d'un immortel sur l'apparence. En plus, il vient récupérer dans 50 ans. Le paiement importe peu. Au revoir, maître. L'homme à la robe bleue s'est retourné et est parti. Ses pas n'ont laissé aucune trace au sol. Sa silhouette s'est dissipée au crépuscule, comme s'il n'avait jamais existé. L'oncle Lee a soupesé l'épée rouillée. Il l'a posée négligemment sur l'étagère dans un coin du magasin. Maître, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder cette épée. Je ne saurais dire pourquoi. J'ai l'impression qu'elle est spéciale. Peu importe, d'abord finir le travail du moment. L'épée rouillée fut ainsi oubliée dans un coin, et couverte de poussière. Le temps a passé. Encore une dizaine d'années s'est écoulée. Mon art du cercueil s'est perfectionné. Je suis devenu connu dans la région. Les gens pointilleux venaient parfois de très loin express pour me commander un cercueil. Mais l'oncle Lee a vieilli. L'hiver de ses 78 ans, il s'est brusquement affaibli. D'abord, il n'arrêtait pas de tousser. Ensuite, il ne pouvait même plus sortir du lit. Je faisais des décoctions et je le nourrissais chaque jour. Je suis resté près de son lit sans bouger. J'étais rongé par la douleur. Une nuit où il neigeait, l'oncle Lee était couché sur le lit, sa main maigre saisissant mon poignet. Je n'ai plus de regrets dans ma vie. J'ai eu un apprenti comme toi, quelqu'un pour reprendre mon métier, et qui m'accompagnera jusqu'à la fin. Maître, ne dites pas ça. Au printemps, vous irez mieux. L'oncle Lee a souri, pleinement apaisé. J'ai fait des cercueils toute ma vie. Je vois tout de suite combien de temps les gens peuvent vivre. Ça se voit à l'œil nu. Le mien est déjà préparé. 3e cercueil allait du jardin, les pièces sont prêtes. Il m'a expliqué peu à peu ses dernières volontés, du stock du magasin, jusqu'au salaire impayé en ville. Il n'a rien oublié. Et les runes d'apaisement du cercueil commandées par les mortels. J'en ai gravé 24. Il en reste 12. Suis les modèles sur mon poignet pour finir les autres. La promesse sur 50 ans. Il ne faut pas y manquer. Maître, j'ai tout noté. La main de l'oncle Lee s'est peu à peu relâchée. Ses yeux troubles fixant la poutre du plafond, il a murmuré. Giwa, j'arrive. Giwa était le nom de la femme de mon maître. Cette nuit-là, il a beaucoup neigé. La ville entière de Qingxi était recouverte de blanc. Je suis resté auprès du maître. J'écoutais le vent par la fenêtre, sentant peu à peu sa main maigre devenir froide. La tristesse me serrait le cœur. Le lendemain, j'ai nettoyé et habillé le maître pour l'enterrement. J'ai ajouté 70 runes d'âme sur le couvercle du cercueil. 2 fois plus que d'habitude. J'ai enterré l'oncle Lee sur une colline en dehors de la ville. De là, on voit tout Qingxi. La stèle ne portait que quelques mots simples. Ici repose Li Yi, le charpentier du magasin de cercueil. Après les funérailles, je suis revenu dans l'atelier vide. Je suis resté assis longtemps tout seul. J'avais encore l'air d'avoir à peine 30 ans. Grâce au système de longévité, mon apparence avait peu changé. Toutes ces années, j'utilisais de petits trucs pour faire croire que je vieillissais, mais ça ne pouvait pas durer. Une fois que l'immortel viendra récupérer son cercueil, je devrais partir. Les années ont encore passé. Cette année-là, au début du printemps,
Une mère et sa fille sont arrivées d'à côté. La mère s'appelait Ruolan. Elle avait 26 ou 20 septembre ans, un beau visage fin, et une silhouette élégante, mais ses yeux trahissaient une certaine tristesse. Elle portait toujours une robe verte, délavée à force d'être lavée. Ses cheveux étaient coiffés proprement, et elle était toujours impeccable. Sa fille, une petite fille de septembre ou 8 ans, était sûrement nommée ainsi pour ses grands yeux ronds, semblables à ceux d'enfant. Elle était timide, se cachant sans cesse derrière sa mère pour épier. C'est un endroit nouveau. Très vite, les gens du village ont su leur histoire. Ruolan était veuve. Son mari était mort de la peste il y a 2 ans. Sa belle famille l'accusait de porter malheur, et a jeté les deux dehors. Après bien des errances, elles ont loué une petite maison délabrée à Qingxi. Elles vivaient de petits travaux de couture. On parle toujours des veuves. Bientôt après, Ruolan a eu des problèmes. Ce jour-là, j'allais chez le marchand de bois. À peine arrivé au coin de la rue, j'ai entendu des voix vulgaires rigoler. Et, beauté, tu dois te sentir bien seule ici. Viens donc avec nous. 3 ou 4 costauds encerclaient la maison de Ruolan. Le meneur, Zhang San, la crapule du coin, affichait un rictus lubrique sur son visage épais. Ruolan protégeait sa fille derrière elle, une main maintenant la porte à demi ouverte. Elle était livide, mais tenait bon sans céder. Messieurs, je ne suis qu'une veuve qui coud des habits. Je n'ai rien chez moi. Mais tu as là, non. La personne, c'est ce qui compte. Zhang San a tendu la main pour attraper la manche de Ruolan. Arrêtez, la voix n'était pas forte, mais claire et ferme. Zhang San s'est retourné, et vu un jeune homme grand et mince, à l'expression froide, debout au bout de la ruelle, tenant un manteau dans la main, et un cercueil. Zhang San m'a reconnu. Il avait un peu peur dans la voix. Ce n'était pas ma force qui lui faisait peur, mais personne ne veut se fâcher avec un fabricant de cercueils. Ça porte malheur. De quoi tu te mêles? C'est ma voisine. Vous êtes plusieurs à harceler une veuve avec un enfant. Vous n'avez pas honte. La tête de Shang San est devenue écarlate, les poings serrés. Les autres racailles bougeaient nerveusement. Mais je n'avais pas peur. Je les regardais calmement. Après des décennies, mon aura n'était plus la même que les autres. Mes yeux sont aussi calmes qu'un puits profond. Ça inspire la crainte. TSS, tu te mêles trop de nos affaires. On verra bien. Zhang San a craché vers Ruolan avec colère. Tasse de la chance aujourd'hui. Mais souviens-toi, à Qingxi, c'est nous qui faisons la loi. Les voyous sont partis en maugréant. Ruolan a failli s'effondrer. Ses jambes ne la portaient plus. La petite lui pleurait de peur. Je me suis accroupie, et j'ai rassuré doucement la petite. Les méchants sont partis, n'aie pas peur. Le petit lièvre lève ses yeux embués de larmes. Elle appelle timidement. Merci, grand frère. J'ai l'impression qu'on touche doucement mon cœur. Depuis ce jour, je fais attention à cette mère et sa fille, souvent sans y penser. De temps en temps, je leur donne quelques pièces d'argent. C'est l'argent que je gagne en travaillant sur les cercueils, ou en réparant les maisons et les toits. Ruolan est fière. Après avoir reçu l'argent, elle trouve toujours une façon de me remercier. Elle m'aide à laver mes vêtements. Elle garde un bol de porridge pour moi. Elle cultive le potager pour moi. Avec le temps, nos deux familles deviennent de plus en plus proches. Ruolan s'occupe de mes repas et de mon linge. Moi, j'apprends à Xiaolu à lire quand j'ai du temps libre. Xiaolu est très intelligente. Elle retient les caractères après un seul apprentissage. Elle invente des phrases un peu maladroites. Frère Lin, comment écrire le caractère encre? En haut, il y a le noir. En bas, il y a la terre. Et la barre horizontale? À gauche, l'idéogramme pour fusionner. À droite, le genre. Xiaolu penche la tête et réfléchit à Mohan. Mohan, c'est la trace laissée par l'encre. Frère Lin, ton nom sonne joli. Je ne peux m'empêcher de rire. Petite chipie. En regardant la scène où tout le monde est réuni dans la cour, je ressens une chaleur indescriptible. Bien sûr, il y a aussi un membre spécial de la famille. Une jolie petite couleuvre blanche. Je l'avais sauvée il y a 2 ans en ramassant du bois dans la montagne. À ce moment-là, la petite couleuvre était attrapée par une aigle des montagnes. Elle allait mourir. J'ai lancé une pierre pour faire fuir l'aigle. J'ai ramené le serpent blessé à la maison et pris soin de lui. Après guérison, la petite couleuvre n'est pas partie. Elle est restée à la boutique de cercueil. Elle est blanche comme neige. Ses écailles brillent comme des perles sous le soleil. Ses yeux bleus sont vifs et lumineux. Elle a une aura très spirituelle. Ruolan avait peur des serpents au début, mais la petite couleuvre est très douce. Jamais elle ne fait de mal à personne. Elle se blottit doucement dans la main de Xiaolu et lèche délicatement sa main avec sa langue froide. Xiaolu est ravie. Elle l'appelle Xiaobei. Chaque soir, Xiaolu écrit dans la cour. Xiaobei s'enroule sur son épaule. Il penche la tête pour regarder. Ruolan fait la cuisine près du foyer. Je travaille le bois sous l'abri. La fumée s'élève doucement. Les copeaux volent partout. Le soleil couchant allonge les ombres de tout le monde. C'est le moment le plus proche d'une vraie famille que j'ai connue depuis que je suis mortelle.
La paix ne dure jamais. Ces derniers mois, dans la ville de Kangxi et les villages autour, on parle sans arrêt de la disparition de jeunes garçons et filles. Au début, un ou deux seulement. Les gens pensaient qu'ils s'étaient perdus ou avaient été emmenés par des bêtes. Mais les disparitions s'accumulent. Déjà plus d'une dizaine d'enfants ont disparu. La ville entière vit dans la peur. Les parents n'osent plus laisser sortir leurs enfants. Les familles fermant leurs portes tôt. On raconte toutes sortes de rumeurs terrifiantes au thé et au bar. Certains disent que c'est un monstre de la montagne. D'autres parlent de cultivateurs maléfiques qui font des rituels. Certains disent que des démons souterrains se réveillent. Je suis inquiet. Je demande à Ruolan de veiller sur Xiaolu. Ne sors pas sans moi. Mais ce qui doit arriver arrive. Cet après-midi-là, je vernissais l'intérieur d'un cercueil blanc. J'appliquais la 5e couche d'huile de tung. Soudain, la porte du jardin s'ouvre brusquement. Ruolan entre en trébuchant. Son visage est pâle comme la mort. Dame larmes partout. Frère Lin, je t'en supplie. Sauve Xiaolu. Elle tombe à genoux. Elle tremble comme une feuille au vent. Cet après-midi, elle est allée laver au bord de la rivière et a laissé Xiaolu lire à la maison. Quand elle est revenue, la porte était grande ouverte. Xiaolu avait disparu. Dame livre était éparpillée sur la table. Une chaussure brodée était tombée sur le seuil. Il y avait des traces noires bizarres sur le mur. La voisine Madame Zhang dit qu'elle a vu quelqu'un en robe noire s'envoler du toit. Il tenait un enfant dans ses bras. Il allait vers la montagne du Nord. Un cultivateur maléfique. Je serre les poings. Attends-moi ici. Je ramène Xiaolu. Mais, c'est un immortel. Je la ramènerai. Je dis d'une voix ferme. Je retourne à la boutique de cercueil. Je regarde autour de moi. Mon regard tombe sur l'épée rouillée dans le coin. Ça fait des décennies. Elle est restée tranquille là-bas tout le temps. Personne ne s'en occupe. Mais là, je m'avance. Je tends la main et prends la poignée. Au moment du contact, une faible vibration traverse la lame. Ce n'est pas une vibration physique. C'est comme un battement de vie. Je retiens mon souffle. Je porte attention à ma paume. Je sens qu'il y a quelque chose d'ancien et endormi dans la lame. Ça respire doucement. C'est l'esprit de l'arme. Le système longévité s'affiche dans mon esprit. Détecter artefact avancé. L'esprit a un sommeil. Statut inconnu. Bonne chance à moi. Je chuchote. L'épée courte ne fait aucun bruit, mais les vibrations semblent plus fortes. Je la mets à ma ceinture. Je pars vers la montagne du Nord. Les tombes anciennes de Béchamp sont hautes. Peu de gens passent. Avec mon expérience de la montagne, je traverse la forêt pendant 2 heures. Je parcours la forêt dense pendant presque 2 heures. Enfin, je trouve un endroit inhabituel. Il y a une grotte naturelle. L'entrée est cachée par un gros rocher. Près de l'entrée, il y a beaucoup de chaussures d'enfants, des broches cassées et des poupées raccommodées. Je me baisse. Je m'approche discrètement. J'entends des pleurs faibles dans la grotte et des sanglots. Un lourd parfum de sang, mélangé à des épices étranges. À la lueur faiblissante, je vois au fond de la grotte des enfants, enfermés dans une cage en fer noir, vêtements déchirés, visages pâles, regroupés ensemble, tremblants. Devant la cage, un grand cercle est dessiné. Il dégage une énergie maléfique répugnante. Xiaolu est dans un coin de la cage. Elle se serre les genoux. Dame trace de larmes sur son visage. En regardant autour, je vois que le cultivateur maléfique n'est pas là. Je profite de l'occasion. Je me glisse rapidement dans la grotte. Tout de suite, un enfant me reconnaît. C'est l'un l'artisan de cercueil. Je les rassure doucement. Puis je vérifie la serrure de la cage. C'est une serrure ordinaire, mais elle est entourée d'une membrane noire. Le cultivateur maléfique l'a renforcée avec un sort. J'essaye de forcer la serrure. Elle ne bouge pas du tout. Je suis inquiet. L'épée à ma taille tremble doucement. Je la sors et la pointe sur la serrure. La lame est émoussée, mais au moment où elle touche, la membrane noire se déchire comme du papier. La serrure tombe immédiatement. Vite, je vais ouvrir la cage. Je sors les enfants un par un. Le petit fan se jette dans mes bras. Il tremble de tout son corps. Monsieur, j'ai très peur. C'est fini. Je vais vous ramener. Mais à peine sorti de la grotte, un rire froid résonne au-dessus de nous. Je suis juste parti un instant. Et voilà des rats qui viennent voler. Le sorcier en robe noire tombe du ciel. Son visage est émacié. Ses pommettes sont saillantes. Ses yeux brillent d'une lueur rouge. Son aura glacée gèle l'air autour de lui. On dirait un démon sorti de l'enfer. Toi, simple mortel sans aucune énergie spirituelle. Le sorcier ricane. Avec juste ce vieux morceau de fer, il fait un geste de la main. Un souffle noir s'abat sur moi. Je lève mon épée pour bloquer. La force du choc me fait reculer de plusieurs pas. Ma main se fend. Le sang coule à flot. Un insecte ose se mêler de ça, tu veux mourir. Le sorcier avance pas à pas. À chaque pas, la végétation autour meurt sur le sol. Je serre les dents. J'agite encore mon épée, mais sans pouvoir. Mes attaques sont dérisoires.
Le sorcier esquive facilement. Il frappe ma poitrine de la paume. Je suis projeté en arrière. Je m'écrase lourdement au sol. Je crache une grande gorgée de sang. Ah! Je te tue d'abord, et ensuite je m'amuserai avec ces petits. Le sorcier ricane en avançant, tout en formant une boule noire dans sa main. Il la lance sur moi. À cet instant critique, ma dague de manche s'échappe de ma main. Elle flotte dans les airs. La rouille s'envole de sa lame comme de la cendre. L'épée révèle son vrai visage. La lame blanche porte de fines veines dorées. Le fil est si aiguisé qu'il semble trancher l'air. Le visage du sorcier change d'un coup. C'est. Il n'a pas le temps de finir. L'arme divine brille d'une lumière blanche. Elle traverse son corps à une vitesse incroyable. Pas un cri, pas une lutte. Le sorcier disparaît silencieusement en poussière. L'épée revient lentement. Elle tombe doucement dans ma main, comme si rien ne s'était passé. Après un long silence autour de moi, j'appelle les enfants cachés à sortir. Le petit faon éclate en sanglots. Il se jette dans mes bras. Allez, on rentre. Je prends le faon dans mes bras. On descend la montagne lentement avec les enfants. Ce soir-là, tout Kinshi était en fête. Tous les enfants disparus sont revenus. La nouvelle se répand en ville. Chacun pleure de joie. Ruolan serre sa fille retrouvée dans ses bras et me remercie en larmes. Personne ne sait comment le sorcier est mort. On dit juste que l'on a eu de la chance. Le sorcier était parti. J'en ai profité pour sauver les enfants. Moi seul connais la terrible puissance qui sommeille dans cette épée rouillée. Cette nuit-là, Ruolan vient à l'atelier de cercueil. Elle voit l'épée ternie dans un coin. Elle ne dit rien. Elle prend un chiffon en silence. Elle nettoie doucement la poussière de la lame. C'est cette épée qui a sauvé le petit faon. Peu importe son apparence, je suis reconnaissante envers elle. Depuis, Ruolan s'occupe souvent de cette épée rouillée. Elle essuie la poussière. Parfois, elle la nettoie un peu avec de l'huile de tung. Elle voit que j'y tiens beaucoup. Alors elle s'en souvient toujours. Les années passent encore. L'immortel qui avait commandé le cercueil n'est jamais revenu. Le cercueil est longtemps prêt. Les 36 os sont intacts. Les 9 couches d'huile de cuivre sont nettes. 7 pièces de cuivre sont incrustées dans la base. Il repose tranquillement dans la cour arrière. Le petit faon est devenu une belle jeune fille. Elle est intelligente et sait lire et compter. Le sourire revient peu à peu sur le visage de Ruolan. On vit modestement, mais paisiblement. Mais le destin n'épargne jamais vraiment les malheureux. Ce jour-là, j'apprends une nouvelle. On a trouvé du très bon bois à Kangoo, à 100 kilomètres d'ici. Parfait pour fabriquer les meilleurs cercueils. Avant de partir, je rappelle Ruolan et le faon de bien faire attention. Je demande aussi à quelques voisins de les surveiller. Le voyage se passe bien. Je reste à Kangoo presque 2 semaines. Je choisis le bois, j'organise le transport, et je rentre en vitesse. En rentrant à Kinshi, c'est un après-midi sombre. Le ciel est gris, la ruelle est étrangement calme. J'ouvre la porte de chez Ruolan. Personne à l'intérieur. Les meubles sont renversés. D'âmes grosses griffures sont gravées sur le mur. En coin, la bourse brodée par le faon est écrasée dans la boue. La voisine, tante Zhang, me voit revenir. Elle hésite longtemps, puis finit par avouer la vérité en pleurant. Maître Li, quelques jours après ton départ, le fils du chef du village, Wang Erdan, est venu avec ses hommes. Depuis longtemps, il voulait faire du mal à Ruolan. Il ne l'a pas fait avant car elle t'aimait. Mais dès que tu es parti, ils sont venus. Wang Erdan a débarqué chez Ruolan avec ses racailles. Ruolan s'est défendue jusqu'au bout. Elle a été battue sauvagement. Le petit faon a voulu protéger sa mère, mais elle a été rouée de coups. Elle n'a pas survécu. Ruolan a vu sa fille mourir devant elle. Quand ils sont partis, elle est restée, serrant le corps froid de sa fille, toute la nuit, jusqu'à l'aube. Les voisins l'ont trouvée pendue, une bourse brodée par sa fille encore à la main. C'est fini pour moi. Je retiens avec peine ma rage. Je demande, d'une voix contrôlée. Wang a des contacts à la préfecture. La police est venue voir. Ils disent juste que Ruolan s'est disputé avec quelqu'un. Après ça, je reste silencieux longtemps. Le monde est injuste. Pourquoi tant de malheur pour les faibles? Si seulement j'étais plus fort. Mais je ne suis qu'un simple mortel sans pouvoir. Je n'arrive pas à retrouver le calme. Je marche seul jusqu'à la colline à la sortie de la ville. Je reste longtemps devant 2 tombes récentes. La tombe de Ruolan est juste à côté. De celle du faon, inséparables dans la vie comme dans la mort. Elles ne veulent pas se séparer, même après la mort, quand je n'étais pas là. Vous avez dû avoir tellement peur. Je m'accroupis. J'arrache tous les herbes devant leur tombe une à une. Ma main ne tremble pas, mais mes yeux rougis semblent saigner. Je ne sais pas quand Xiaobei apparaît sur mon épaule et me lèche doucement la joue. Il fait un petit bruit sifflement, comme un gémissement. Tout est ma faute, je n'ai pas su vous protéger. Je reste toute la nuit devant leur tombe, jusqu'au matin. Je retourne enfin à l'atelier de cercueil, et je vais droit vers le coin, où repose l'épée rouillée. L'épée tremble légèrement. Ce n'est pas à cause du vent, ce n'est pas une illusion.
Une lueur d'or brille sous la rouille. Je saisis la poignée. Vieil ami, aide-moi encore une fois. Par une nuit sombre et venteuse, les gardes des endorment contre les piliers. Personne ne remarque l'ombre noire franchir le mur de la cour. Dans la maison principale, des rires gras et des cris de fête résonnent. C'est Wang Erdan, buvant joyeusement avec ses compères. Je pousse la porte et j'entre. Wang Erdan me reconnaît. L'un le fossoyeur, que fais-tu ici? Tu viens enterrer ta petite veuve. Ah! Mais son rire s'arrête net, car il voit l'épée dans ma main. Sur cette lame couverte de rouille, émane soudain un froid glacial. Cette nuit-là, au bourg de Qingshi, on entend des cris venant de Qingshui, puis un long silence s'installe. Le lendemain, le chef du village et ses voyous sont retrouvés morts dans la demeure. Sur les dalles de l'entrée, 8 mots sont gravés à la pointe de l'épée. Cri du sang, loi naturelle. Les autorités enquêtent quelques jours, mais ne trouvent rien. Les Wang avaient trop d'ennemis. Tout le monde est suspect. L'affaire finit par être classée. Le lendemain de ma vengeance, j'apporte une jarre de vin, 2 petits plats, devant la tombe de la mère et la fille, et aussi un sachet brodé maladroitement comme celui de Xiaolu. Il est tout tordu et mal fait. Votre mort est enfin vengée. Reposez en paix désormais. Je verse le vin sur la tombe, et reste assis jusqu'à l'aube. Puis je fais mes bagages, et ferme la boutique de cercueil. Xiaobei sort sa tête de ma manche. Ses yeux bleus brillent à la lumière du matin. Je ramène Xiaobei, dans la forêt où je l'avais trouvé, pour lui rendre sa liberté. Bien que ce soit dur, je sais que mon immortalité m'isole. Je ne serai qu'un passant dans leur vie. Après l'avoir vu s'enfoncer dans les bois, je murmure, bah maintenant, il est temps pour moi de partir aussi. Après un long et pénible voyage, j'arrive à la capitale impériale. Depuis l'affaire de Ruolan, j'ai décidé, faute de magie, je me consacrerai aux arts physiques. La capitale regorge de grands maîtres. Je suis venu chercher un mentor, mais on me ferme toutes les portes. Comme je ne peux pas cultiver, mon aptitude physique est médiocre. Les grands maîtres me dédaignent, me trouvant trop ordinaire. Après plusieurs jours d'échecs, je suis totalement découragé. Je m'apprête à quitter la capitale. Ce matin-là, la pluie tombait à verse. Les passants couraient s'abriter, rendant les rues désertes. Passant sur un pont avec mon parapluie, je vois un vieil homme assis par terre. La pluie s'évapore autour de lui en vapeur. C'est un véritable expert. Voyant que je l'observais longuement, le vieillard dit, « Jeune homme, as-tu besoin de quelque chose ?» Je m'incline aussitôt respectueusement. « Maître, je vois que votre force est immense. Je souhaite apprendre de vous. Va-t'en, je ne prends pas d'élèves. » Le vieil homme continue de méditer. « Maître, acceptez mes hommages. Je m'agenouille et me prosterne. Même si tu fais ça, je ne te prendrai pas comme disciple. Ton talent naturel est trop faible. Tu n'accompliras rien de grand. » Le vieil homme joint ses mains, balayant la pluie autour de lui. Une force invisible me remet debout. 4 heures plus tard, voyant que je n'avais pas bougé, il ouvre enfin les yeux vers moi. « Dis-moi, pourquoi veux-tu t'entraîner? Laisse-moi t'écouter. Je déciderai après. » Le vieillard caresse sa barbe. Je lui raconte alors tout ce qui s'est passé. Au bourg de Qingshi, sans rien oublier. C'est inadmissible. Furieux, il frappe le pont du poing. Étrangement, le pont reste intact, mais l'eau en dessous explose soudain, créant un gouffre béant. C'est la fameuse frappe à distance. Je reste sans voix. Le vieillard me tend la main et dit doucement, « Jeune homme, je suis vieux, je n'arrive plus à me lever. Aide-moi un peu. » Je m'exécute immédiatement, en l'aidant à se redresser. Il époussette ses vêtements. Ton désir de devenir fort, pour protéger les autres, je l'accepte. Dès aujourd'hui, tu suivras mon enseignement. Maître, je m'incline, très ému, le visage rayonnant. Le temps passe vite, en un clin d'œil. Cela fait 30 ans que je suis maître Wu-Shan, bien qu'il pratique les arts physiques. Pourtant, il ne vit qu'un peu plus vieux que la normale. Ces 2 dernières années, sa santé décline et il oublie souvent des choses. Peut-être que le vieil homme ne voulait plus que je m'occupe de lui. Un matin, en entrant dans sa chambre, je ne trouve qu'un mot sur la table. « Mon cher disciple, je sens que ma fin est proche. Je veux profiter de mes derniers instants pour revoir les paysages de ce monde. Ne t'en fais pas. De plus, si c'est possible, ton maître espère que tu feras vivre son art pour que notre héritage ne s'éteigne pas. » Chaque jour par la suite, je continue de nettoyer sa chambre, en espérant toujours qu'il revienne un jour avec le sourire pour me raconter ses voyages. Mais les années passent, les saisons défilent, bien des années se sont écoulées, tout en attendant mon maître. Je n'ai pas cessé de m'entraîner. Maintenant, je peux battre plusieurs adversaires, même face à un cultivateur ordinaire. Je peux me défendre. Quelques années s'écoulent encore. Cet hiver-là, la neige tomba 3 jours sur la capitale. Comme d'habitude,
En déblayant la neige le matin, je vois une fille grelotter contre notre mur. Son air misérable ravive mes souvenirs. Je repense à Xiaolu, il y a si longtemps. Elles ont les mêmes grands yeux vifs. Je porte la fille gelée à l'intérieur, lui prépare de l'eau chaude, puis je sors un instant. Longtemps après, elle sort avec des vêtements propres et s'agenouille aussitôt. Je n'ai plus nulle part où aller. Aînée, s'il vous plaît, recueillez-moi. Je l'interroge, et elle me raconte son passé. Issue d'une noble famille de la ville, trahie par des scélérats, sa famille fut massacrée. Elle seule a pu s'échapper. Elle a erré partout, disputant sa nourriture aux chiens, vivant dans une misère constante. Après avoir écouté son récit, je pousse un long soupir. Désormais, tu resteras avec moi. Je t'enseignerai les arts martiaux. Merci, maître. Elle se prosterne à plusieurs reprises. Comment t'appelles-tu, maître? Mon nom est Luong. Tu t'appelleras désormais Ongliant. Sois pur comme le lotus bravant la boue, dis-je doucement. Votre disciple Ongliant obéira à vos ordres. Ongliant affiche un sourire radieux. Un instant, je suis troublé. C'est comme un retour en arrière. J'ai l'impression de voir Xiaolu devant moi, m'appelant joyeusement. Oncle Lin, Oncle Lin. À ce moment-là, la voix froide du système m'interrompt. Système racine spirituelle de niveau max détecté. Je reste sans voix, sous le choc. Les jours suivants, je m'occupe de Ongliant avec soin. Je l'élève comme ma propre fille. Ongliant est incroyablement douée. Elle apprend tout très vite. Si jeune, elle est déjà au sommet de son art. Je n'ai bientôt plus rien à lui enseigner. Je sais qu'elle reste près de moi, uniquement par souci pour moi. Enfin, lors du nouveau recrutement des sectes, je répondis froidement. Par la force, j'ai gardé l'ordre. J'ai monté des casernes. Tu n'as plus besoin de t'occuper de moi. De plus en plus de réfugiés sont venus me rejoindre. D'énormes fissures traversent les nuages. C'est vraiment ironique. La puissance martiale et l'énergie spirituelle s'entremêlent. Mais il existe bel et bien. La pilule a ouvert un canal comme une racine spirituelle. J'ai recruté encore plus de personnes. Avant son départ, je lui ai offert mon épée rouillée. Ça veut dire, après le départ de Ongliant, de nombreuses années ont passé. J'ai accueilli ces réfugiés. Je pouvais maintenant les utiliser pour aider les réfugiés. Mais cette fois, plus il y a de problèmes. Je voulais juste vivre une vie ordinaire, mais à même augmenter. Zujdan accepta le sceau impérial, les larmes aux yeux. Dames émeutes éclataient souvent. Je l'ai appelé près de moi. Bienfaiteur, Bouddha vivant. Tout ne pouvait pas rester paisible. Dame, milliers d'années de haine entre les races s'entremêlent. Sans aide, tout le monde savait qu'ici, on ne manquerait pas de nourriture. Tu ne devrais pas rester coincé ici. Je pousse un soupir. Les princes locaux se divisent. Ma réputation de bienfaiteur s'est propagée. J'y cultivais des céréales depuis longtemps. L'armée aussi. De bouche à oreille. Avec le seigneur Lin, personne ne mourra de faim. Ils mourront tous. En regardant ces réfugiés recroquevillés sur le bord de la route, attendant la mort. Ils vivaient cachés depuis le chaos. À la porte du palais, je jetai un dernier regard. Ongliant a enfin accepté. Impossible à sauver seul. L'empereur ordonne. Au moment où j'ai mis les pieds dans le monde des immortels, j'ai dû recruter dames experts pour protéger la nourriture. Je lance quelques techniques et repousse les trois. Quelques mois plus tard, beaucoup sont venus me rejoindre. Morte aux rebelles. Je savais bien. Mais plus il y a de gens. J'ai fait campagne partout. Je marchais sur une route désolée. Grâce à une réserve illimitée de nourriture, j'ai enfin dépassé les limites humaines. Après le début du recrutement de disciples, jusqu'au jour, avec le temps, je dis sérieusement, le visage grave, parce que la scène devant moi m'a vraiment surpris. Mais c'est la crise du pays, vers le pays voisin, qu'un messager arrive avec une armée pour prendre la ville, que nous reprenions cette ville, retraite interdite, impertinent, conflits territoriaux, lutte pour les ressources. La femme me regarde, surprise. La ville que j'ai construite avec tant d'efforts, impossible de la céder. Je regardais ce messager hautain. C'est moi qui ai sauvé ces gens. Mais la haine entre les humains et les dragons dure trop longtemps. Vous forcez les familles à vendre leurs enfants, pour survivre, et oser encore agir ainsi. Tu n'es rien. Le nombre de réfugiés n'a pas diminué. Sans autre solution, je laisse derrière les poursuivants et la rattrape. Le palais doré brillait sous le coucher de soleil. Au zoo, il y avait un général nommé Wuchi. Après une grande bataille, l'armée impériale fut entièrement détruite. La nouvelle se répandit. Tout le pays fut chamboulé. Peu importe le monde. Mes hommes étaient pleins d'enthousiasme. Ils m'ont mis une robe jaune et ont proposé d'attaquer les autres villes. Justement parce que tu es la princesse dragon. Donner au peuple la paix. Unifier le pays. Je suis parti. Au début, j'ai refusé. Mais en pensant à cet empereur cruel, à ses atrocités, sans hésiter, c'est moi, le Wuchi stratège. En moins d'un mois,
Mon armée de 20 000 hommes a pris forme. Je cultive les 5 immortels à la fois. Un regard glaçant, prêt à tuer. Après avoir entendu parler de moi. Ainsi, mon territoire grandissait. Sans précédent. Vœux des maîtres à accomplir de grands exploits. Wuchi me surprit agréablement. Mais la force de la pilule a créé une racine spirituelle, portée par l'appel du peuple. Avec le général à mes côtés, tout est possible. Détection d'une légère fluctuation d'énergie spirituelle dans le corps du porteur. Avec l'aide de Wuchi, unifiant le pays. Et j'ai utilisé plus de force pour contrôler. En l'an 420 de l'ancienne ère. Alors j'ai pris 10 ans pour le former. Titre qu'un Wu. Dynastie Minde. Je me suis efforcé de diriger et le pays s'est amélioré progressivement. Encore une dizaine d'années ont passé. Ce jour-là, je lisais des rapports dans mon bureau impérial. Le système m'a soudain alerté. Essayez d'en absorber dans votre corps. Pendant des années, je me suis concentré quelques instants guidé par le système. Une fine énergie circule doucement dans mon dentian, comme un fil, disparaissant vite. Le système a ensuite analysé. Après avoir insisté plusieurs fois, vous prenez la pilule suprême depuis des siècles. Sa force s'accumule dans le corps. Elle a transformé la base physique. Vous n'avez pas de racine spirituelle. Je devais te sauver. J'étais ravi. Je vois qu'elle est très puissante. Il est conseillé de prendre des pilules pour renforcer ce canal. J'ai trouvé une pilule d'affinage pour mortels. Avec ton talent, elle sert à renforcer le corps sans racine spirituelle. Ouvrir les méridiens, une pilule rare, créant une force inédite. Je peux enfin cultiver, comme cadeau de départ, ce que je désirais depuis des siècles. Mais le chemin de la cultivation est long. Le pays a toujours besoin d'un bon chef. Est enfin arrivé quand je n'y croyais plus. Puis je conseille encore, tu as vu tout au long du chemin. Après notre rencontre, tu es même prêt à affronter tes propres compagnons, mais aussi généreux. Je suis trop fatigué et vieux, une femme couverte de sang. Je suis officiellement devenu empereur. Quand Zujdan fut prêt à tout assumer, j'ai pris une décision étonnante, abdiquer. J'ai moins d'énergie pour gouverner, avec un cœur pour aider les autres. Seul le peuple compétent peut gérer de grandes choses. Après des siècles de cultivation, est poursuivi par 3 cultivateurs humains, et la pilule d'affinage qui a ouvert mes méridiens. Je ne décevrai pas l'empereur. J'ai enlevé ma robe impériale, marquis une tenue simple, et quitté le palais. Comme un grand et lourd rêve, je frappe d'un coup de poing. Je tourne la tête. Le sol est recouvert de cendres et de ruines partout. Redonner au peuple une bonne vie. Déçue sous sa gouvernance, la dynastie Qin prospère. Elle est devenue l'une des dynasties les plus florissantes. Mon niveau ne vaut pas celui des génies. Je peux confier le pays. Dame siècle de formation martiale. Mon niveau reste inférieur à celui des talents. Mais avec l'aide du système d'immortalité suprême, j'ai ouvert une voie unique. Le grand Zhou subit une grande rébellion. Elle m'a fait ses adieux. Le ciel est rouge foncé. Il vint volontairement me rejoindre. Guichi, un ancien ministre. Le système de stockage suprême n'a pas de limite de capacité. Alors, j'ai pris une décision. L'énergie spirituelle est chaotique. Travaille dur sur ta cultivation. Au loin, Zujdan ne m'a vraiment pas. On entend des grondements et des cris de combat constants. C'est le chaos d'une guerre de grande ampleur. Je ne vois que des gens déplacés partout. La guerre entre les humains et les dragons dure depuis des siècles. Les deux côtés ont payé un lourd prix. 3 types d'énergie s'entremêlent. Un sentiment fort de compassion m'envahit. Rends-toi, tu n'as aucune chance. Dans la guerre, ce sont toujours les gens ordinaires qui souffrent le plus. L'ancienne terre des immortels subit une catastrophe. Après la mort du messager, je continue sur une route abandonnée. Finalement, mes céréales furent pillées. Soudain, des bruits de combat sont entendus devant. Elle porte une robe blanche argentée typique de la race des dragons. Lui transmettant mon expérience, il fit 3 prosternations. Mais elle est déjà couverte de sang. Mais elle est gravement blessée. Leur offrant nourriture et abri, elle ne peut pas résister. Les 3 agissent ensemble. Capturer la princesse dragon et obtenir la récompense. Grâce à mon agilité martiale, je fonce en avant. J'ai décidé de me révolter, et je me place devant la femme, créant une force jamais vue. Je suis reparti. Il te faut de la vraie force. Les 3 cultivateurs sont repoussés à des dizaines de mètres, qu'on ne laisse pas les autres dormir à côté de son lit. Après l'avoir prise, mon canal s'est stabilisé. Leur visage est terrorisé. En tant que cultivateur humain, tu aides la race des dragons. Pourquoi faire ça? Je réponds froidement tant de calamité. C'est à cause de cultivateurs cupides comme vous. Après ces mots, et je crie à la femme restée immobile, par maintenant. J'ai réussi à stabiliser une ville. Ma seule réponse fut, je la suis ensuite. Ses yeux dorés sont pleins d'étonnement. Le peuple est totalement déplacé, mais elle ne doute plus, et s'enfuit rapidement. Dans une grotte isolée, je marche dans le royaume des immortels.
Le messager me cria dessus, furieux, quand je soigne ses blessures. Zujdan, qui me suit depuis l'époque de la garde. La femme finit par parler. Tu sais que je suis la princesse dragon. Pourquoi m'as-tu aidé? Nous devons mettre fin à cette guerre. Long Lingé pousse un soupir, pour unifier le pays, permettant d'absorber un peu d'énergie. Moi aussi je le voudrais. Cette guerre est inévitable. En se combattant entre eux, elle secoue la tête et dit qu'elle est la fille aînée de Long Hao, chef des dragons. Non seulement intelligent, elle a été découverte en enquêtant sur l'armée, et s'est fait encercler et attaquer. Si nous ne terminons pas vite cette guerre, tu crois que les autres races ne viendront pas? Pour profiter de la situation, d'après mes observations tout au long du chemin, ils commencent déjà à agir en secret. Ce que nos gens endurent, que ce soit pour te venger ou te protéger. J'ai commencé à chercher un successeur. Ce que nos gens endurent. Sur la route, quelles souffrances subissent nos gens. Continuer ne ferait que nous détruire tous les deux. Je crois en toi comme chef du clan des dragons. Princesse, tu dois en avoir une idée. Long Ling m'écoutait parler. Elle est restée silencieuse. On s'est regardé. Personne ne voulait céder. Après un long moment, Long Ling détourna les yeux. Elle soupira doucement. D'accord, j'ai compris. Je vais retourner convaincre mon père, mais est-ce que les humains vont accepter? C'est un vrai problème. Votre empereur Flamme Pourpre est difficile à affronter. Flamme Pourpre, tu ne connais pas Flamme Pourpre. Long Ling me regarda, intrigué. Serait-ce mon ancien disciple? Je ne suis pas sûr, mais j'ai quand même soufflé de soulagement. Si c'est Flamme Pourpre, il y a peut-être de l'espoir. Allez, viens, on entre au palais. On va voir mon père. Long Ling m'emmena vers le territoire des dragons. Tout le long du trajet, je lui ai demandé les détails sur la guerre. Long Ling était vraiment curieuse à mon sujet. De plus en plus, ton style de combat est étrange. Ton niveau spirituel n'est pas élevé, mais au corps à corps. Je n'ai jamais vu d'arme aussi fine. J'ai tout appris parmi les mortels. C'est mon maître qui m'a enseigné. Un mortel? Long Ling trouvait ça incroyable. Pendant notre route ensemble, il avait l'impression de déjà me connaître. Cette douceur et cette sérénité en moi, le fait de sauver les gens sans réfléchir, et quelques gestes inattendus, ont touché quelque chose au fond de son cœur. Il y a longtemps, une corde sensible a été touchée. Il y a longtemps, il s'était transformé en petit serpent blanc. Il avait voyagé parmi les mortels, pour comprendre le Dao, dans un petit endroit appelé Kinshizen. Il a été blessé par un aigle. C'est un mortel gentil qui l'a sauvé. Il l'a ramené chez lui et l'a soigné. Ensuite ils ont été séparés et ne se sont jamais revus. Mais ce court moment chez les humains, ce temps-là est resté, le souvenir le plus chaud de sa longue vie. Mais à cette époque il n'était qu'un petit serpent. Voyant le monde autrement qu'aujourd'hui, il n'osait pas être sûr. Tu me rappelles quelqu'un. Après un moment, Long Ling prit enfin la parole. Oh, qui ça? Je me suis tourné vers lui, curieux. Long Ling n'a pas répondu. Juste une lueur nostalgique dans les arbres dorés. Le palais des dragons se trouve sur le continent central des cultivateurs, au fond de la mer de Longjuan. D'immenses colonnes de corail portent le dôme. Le sol est fait de briques de verre. Dans la lueur bleue, les couleurs sont féeriques. Zhonglingi me fit traverser de nombreux contrôles, jusqu'à la grande salle. Au centre, sur un trône draconique, siégeait un homme mûr. C'était Long Kao, chef des dragons. Lingé, tu ramènes un humain. La voix de Long Hao grondait comme le tonnerre. Son regard me transperçait comme des lames. Sais-tu qu'on est en guerre contre les humains? Père, c'est lui qui m'a sauvé. Long Linger s'avança d'un pas. Sans lui, je serais morte, tuée par 3 cultivateurs humains. Emph, et alors? Un ancien du clan fit froidement. Emph, c'est peut-être un complot humain. C'est peut-être un complot humain. Ils t'ont laissé en vie express, puis envoyé quelqu'un pour espionner notre clan. Absurde. Long Lingui s'emporta. L'atmosphère était tendue dans la salle. Dame Capitaine Dragon avait la main sur leurs armes. Dames intentions meurtrières se tournaient vers moi. Long Hao se leva et descendit du trône pas à pas. Il s'est arrêté devant moi. Qui es-tu? Pourquoi avoir sauvé ma fille? Quel est ton but? Je veux juste mettre fin à cette guerre ridicule. Une comédie ridicule, hein? Dragons et humains sont ennemis. Sauver la princesse fait de toi un traître. Et moi, Long Kao, je n'accueille pas ce genre d'individu. Chef des dragons, à mes yeux, il n'y a pas grande différence entre humains et dragons. On se bat sans arrêt entre nous. Mais à la fin, les autres peuples en profitent. Long Hao avait les yeux encore plus meurtriers. Ton niveau n'est pas impressionnant. C'est quel niveau, ça? Il fronça les sourcils, semble ne pas cerner ma force. Niveau spirituel moyen. Mais ton corps, tes méridiens sont spéciaux. Tout le clan dragon me dévisageait, plein de méfiance. Le roi dragon attaqua soudain. Il frappa d'une paume vers moi. Son attaque portait la puissance des dragons. On entendait presque un rugissement dans l'air, une pression écrasante. J'ai esquivé l'essentiel, et j'ai riposté de la paume droite.
Art martial et énergie spirituelle se mêlaient dans ma main. Cela a créé une force puissante et raffinée à la fois. Bam! On a tous les deux reculé de 3 pas. Long Hao changea de visage. Même s'il n'y allait pas à fond, on a reculé pareil. Long Hao semblait surpris. Il n'a pas donné toute sa force, mais il y est allé à 70%. Il a réussi à tenir tête à pair. Long Lingyi s'est précipité devant moi, juste quand ça allait dégénérer. J'ai fait un truc inattendu. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une grande inspiration. J'ai laissé la force spirituelle et martiale circuler en même temps. Le système de longévité résonnait dans ma tête, lançant une commande encore jamais utilisée. Confirmation de l'hôte. Invoquer le cercueil sacré Anin. Confirmation. Une lumière dorée sortit de moi. Elle se solidifia devant moi. C'était un cercueil. Celui-ci, forgé avec mon maître Lishu, fruit de décennies d'efforts, conçu pour un mystérieux cultivateur, mais il n'a jamais été pris. Ce cercueil-là avait absorbé la force du monde pendant des siècles. Il s'était transformé en secret. C'est devenu un artefact au niveau. L'Anin flottait dans l'air. Ses 36 runes dorées illuminaient tout le palais. Long Lingyi regardait le cercueil, les motifs gravés et les runes détaillées. Ce travail du bois si familier. Soudain, elle fut saisie. Elle s'est rappelée. Les jours à Kinshidze, l'homme qui l'avait soigné avec tant de patience. Le parfum de Sûre dans l'atelier du cercueil. Cet homme apprenant à une fillette à lire, défendant une veuve, qui creusait une tombe, seule, sous la lune. Et la chaleur de ses mains, l'appelant petit blanc avec tendresse. C'était toi. La voix de Long Lingyi tremblait. C'était toi sous les arbres dorés. C'est toi. La voix de Long Lingyi tremblait. Dame larmes brillaient dans les arbres dorés. C'est vraiment toi. Elle s'est tournée brusquement vers Long Hao, parlant si vite qu'elle butait sur ses mots. Père, c'est lui que j'ai toujours cherché. C'est le bienfaiteur dont je t'ai parlé. À l'époque, j'étais serpent blanc chez les mortels. J'ai été blessé par prof de l'aigle à Kangshizhen. C'est lui qui m'a sauvé. Je suis resté avec lui pendant des années. C'est une bonne personne. C'est la meilleure personne du monde. Long Hao est resté bouche bée. Évidemment, il sait que sa fille est descendue dans le monde sous une autre forme. Il savait aussi qu'elle cherchait toujours son bienfaiteur dans le monde des humains. Il pensait que ce n'était qu'une obsession de sa fille. Qu'est-ce qu'un simple mortel pourrait bien avoir de spécial? Mais cet homme devant eux peut invoquer des armes puissantes et encaisser une attaque à 70% de sa puissance. En plus, c'est le bienfaiteur que sa fille recherche depuis des siècles. Se battre n'est sûrement plus la meilleure option. Après un UNUZ suite d'hésitation, Long Hao a finalement abandonné son envie de tuer. Il a même fait un salut, l'air un peu désolé. Désolé si je vous ai offensé à l'instant. Merci d'être indulge, puisque vous êtes le bienfaiteur de Ling et vous êtes notre invité d'honneur chez les dragons. En voyant ça, j'ai aussi rangé le cercueil au sommet. J'ai hoché la tête calmement. Dong Ling et se tenait à côté de moi. Discrètement, elle a tendu la main. Du bout des doigts, elle a touché ma manche. C'était exactement comme à l'époque où le petit serpent blanc se levait dans ma paume. Elle frôlait doucement mes doigts. Xiaobei, ai-je murmuré doucement. Les larmes de Dongling et ont finalement coulé. Pendant les OPS passés dans le palais des dragons, j'ai vu l'autre visage de la guerre, dans l'infirmerie des dragons. Les blessés dragons n'ont plus ni ailes ni cornes. Certains ne pouvaient même plus reprendre forme humaine. Ils restaient blottis, gémissant à voix basse dans un coin, sans pouvoir redevenir humains. Ils restaient en forme de dragon, recroquevillés dans un coin, en gémissant doucement. Les réserves de remèdes s'épuisent. Même les pilules de soins ordinaires sont presque épuisées. Autour du palais, dans les abris temporaires, tous les réfugiés dragons venus du front sont entassés. Les vieux dragons serrent les petits contre eux. On lit la peur et la détresse dans leurs yeux. Cette guerre dure depuis 300 ans. Pendant la ronde, Long Ling m'a expliqué à voix basse. Au début, le conflit venait d'une mine riche en énergie spirituelle. Puis la guerre n'a fait que s'aggraver. La haine n'a fait qu'augmenter. Aujourd'hui, plus personne ne sait pourquoi on se bat. Les humains détestent les dragons. Les dragons détestent les humains. Il y a déjà eu trop de morts des deux côtés. Personne ne veut s'arrêter en premier. Comment ça se passe du côté des humains? Votre impératrice, la reine rouge Lotus, est redoutable. Long Ling et avait un peu d'appréhension dans la voix. Apparemment, l'impératrice rouge Lotus est une génie venue du monde mortel. Elle maîtrise le kung-fu et la voix des immortels. Elle est très puissante. Elle a rassemblé son armée. Elle se prépare à lancer l'assaut final. Si la guerre éclate vraiment, il y aura énormément de morts des deux côtés. En entendant ce nom, Hong Liang, encore une fois, je me suis arrêté sans y penser. Qu'est-ce qu'il y a, Maître Oe? Tu la connais? Il y a des années, j'ai eu un disciple. Il était très talentueux. Plus tard, je lui ai donné le nom de Hong Liang. Je ne sais pas si c'est la même Hong Liang dont vous parlez. L'empereur Hong Liang. J'ai tout raconté.
partageant mes années d'aventure dans le monde mortel. Vraiment, j'ai une peinture de lui ici. Regarde, est-ce que c'est bien ton disciple? Si oui. J'ai ici son portrait. Regarde, est-ce ton disciple? Si c'est le cas, alors il y a vraiment de l'espoir pour la paix entre nos deux peuples. Long Lingé s'est aussi emballée. Elle sort le rouleau et le déroule devant moi. Je revois ce visage familier. Je ne peux m'empêcher de soupirer doucement. Incroyable. Cette petite fille que j'ai sauvée sous la neige. Est devenue l'impératrice des humains du monde des immortels. Je ferme les yeux. Dame souvenir défile dans ma tête. Hong Liang engloutissant le porridge. Sa joie quand il a absorbé l'énergie pour la première fois. Ses gouttes de sueur pendant l'entraînement. Son salut profond en partant. Allez, on y va. Viens avec moi voir mon père. Long Ling m'a pressé. Salle principale du palais du dragon. J'ai un moyen de terminer cette guerre. Je me suis exprimé calmement, avec confiance. Long Hao était stupéfait. L'impératrice des humains est mon disciple. Toute la salle est devenue silencieuse. Long Hao n'y croyait pas. Tu dis que l'impératrice humaine est ton disciple. Toi, simple cultivateur venu du monde mortel. Tu sais à quel point Hong Liang est forte. Elle seule peut affronter 10 anciens dragons. Tu dis que c'est toi qui l'as formée. Sa voix martiale, c'est moi qui lui ai apprise. J'ai dit calmement, quand au chemin de l'immortalité, son talent dépasse le mien. Mais je crois qu'elle se souvient de ma première leçon. Sois une bonne personne. Long a réfléchi longtemps. Il répondit lentement. Même si Hong Liang est vraiment ton disciple, pourquoi crois-tu qu'elle t'écoutera? Elle est aujourd'hui l'impératrice des humains. Elle porte tout. Elle est maintenant l'impératrice humaine. Elle porte tout le destin de son peuple. Parce qu'elle ne veut pas de cette guerre. J'ai affirmé. Un enfant qui a vécu des souffrances ne souhaitera pas que d'autres meurent à cause de la guerre. Elle rassemble l'armée. Ce n'est peut-être pas pour attaquer, mais pour avoir un poids pour négocier. Loin hésite encore. Laisse-moi essayer. J'ai continué à convaincre. Si je peux persuader Hong Liang de cesser la guerre, et que tu veux vraiment négocier, la guerre prendra fin. Tu vas seul au camp humain. Et si Hong Liang ne te reconnaît pas, si tu meurs, alors, après un instant de silence, j'ai répondu calmement. C'est mon destin. Long Lingé a soudain dit père. Je pars avec lui. Long Hao s'est tourné brusquement. Lingé, tu es folle, c'est le camp humain. Justement, c'est une princesse dragon qui se présente. Ça montre notre sincérité. Donc Lingé regarde son père avec détermination. On ne peut plus continuer cette guerre. La tribu des dragons ne tiendra plus longtemps. Si Metro N peut vraiment convaincre l'impératrice humaine, c'est notre meilleure chance. Long Hao reste silencieux longtemps. D'accord, la Metro 1. Si tu arrêtes vraiment cette guerre, Long Hao te doit une promesse. Tous tes souhaits seront exaucés. J'ai jeté un œil à Long Ling et à mes côtés. Depuis ces jours passés ensemble, nos sentiments ont dépassé le simple lien d'amitié. Long Lingé est ma Xiaobei, perdue depuis longtemps. Dans les jours difficiles, elle m'a toujours apporté de la chaleur et du réconfort. Et dans le cœur de Long Lingé, elle m'a toujours apporté chaleur et réconfort au fil du temps. Et dans le cœur de Long Lingé, n'ai-je pas été celui qu'elle a cherché tout au long du siècle, celui qu'elle attendait? Nous nous sommes déjà fait une promesse sous les étoiles. J'ai alors hoché la tête, et suis sorti du palais avec Long Lingé, comme des humains, installés sur la plaine de Tiangang à l'est du continent central. S'étend sur des kilomètres, dames drapeaux partout, Long Lingé et moi sommes arrivés comme envoyés. Dames centaines de cultivateurs nous ont encerclés. L'aura dragon de Long Lingé fait serrer les armes aux soldats humains. La tension est palpable. Je suis l'un Métro 1. Annoncez l'impératrice. Dites à sa majesté que son maître est là. Les chefs de garde se regardent, perplexes. Évidemment, ils pensent que je suis fou. Mais mon calme est trop évident. Tellement calme qu'on ne peut pas croire que je mens. Après hésitation, ils envoient quelqu'un annoncer. Peu après, le rideau central du camp se soulève soudain. Une femme en armure noire s'avance. Elle est imposante. Son regard a l'autorité d'une reine. Et l'énergie tranchante du commandement. À sa ceinture, c'est l'épée rouillée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une épée rouillée. Grâce à l'énergie de Hong Liang, elle est redevenue légendaire. Devenue une divine épée convoitée partout. Hong Liang s'avance vers moi. Ses pas s'accélèrent. Elle finit presque en courant. Arrivée près de moi, elle s'arrête soudain. Elle lève la tête pour regarder cet homme, qui n'a presque pas changé. Ses lèvres tremblent, les yeux rouges. Maître Hong Liang. Je lui souris. Ça fait longtemps, non? Les yeux rouges. Maître Hong Liang. Je lui souris. Ça fait longtemps, non? Les larmes de Hong Liang coulent. Elle s'agenouille sans se soucier des regards. Devant tous les soldats. Disciple Hong Liang salue son maître. Les cultivateurs humains sont stupéfaits. Leur impératrice s'agenouille devant un homme au pouvoir modeste. Pour le saluer. Allez, relève-toi. Tu es une impératrice maintenant. Toujours comme quand tu étais petite.
toujours en pleurs. Hong Liang sourit en pleurant. Elle essuie ses larmes. Où étais-tu? Je t'ai cherché si longtemps. Après être devenue impératrice, j'ai envoyé partout pour te retrouver, en vain. Je me suis entraînée en retraite un moment. J'ai répondu simplement. Je regarde la femme devant moi. Autrefois, cette fille faiblarde dans la neige, est devenue chef et impératrice. Je suis fier et heureux, mais je vois aussi la fatigue au fond de ses yeux. 3 siècles de guerre, personne ne peut tout porter. Hong Liang, malgré sa force, n'est qu'une humaine. Cette guerre sans fin l'étouffe déjà. Hong Liang, aujourd'hui, je viens te parler de cette guerre. Son regard change légèrement. Elle me fait entrer dans la tente. Renvoie tous les autres. Nous sommes seuls, maître et disciple, avec Long Lingyi à côté. Hong Liang jette un œil à Long Lingyi, un éclair de complexe dans son regard. Bien sûr, elle reconnaît l'aura dragon. Maître, elle est dragon. Princesse héritière dragon. Long Lingyi est aussi la femme que ton maître aime. Hong Liang est sous le choc. Princesse héritière dragon. Long Lingyi est aussi la femme que j'aime, maître. Hong Liang est sous le choc, totalement incrédule. À côté, le visage de Long Lingyi devient tout rouge. Elle baisse la tête. Je ne tourne pas autour du pot. J'explique tout, directement. Je veux que les humains et les dragons arrêtent la guerre et discutent la paix. Maître, tu sais combien de morts il y a eu dans cette guerre? En 300 ans, 40 millions de cultivateurs humains sont morts. Les civils, c'est même impossible à compter. Toutes ces dettes de sang entre humains et dragons. Le clan des dragons a lui aussi perdu beaucoup de gens. Avant qu'Hong Liang finisse, je l'ai coupé. J'ai calmement dit quand j'étais chez les dragons. J'ai vu leur hôpital de guerre. Leur camp de réfugiés ressemble à celui des humains. Les vieux, les femmes et les enfants sont partout, sans abri. Les soldats blessés remplissent les tentes. 300 en haine, ça ne changera pas en un jour. Mais si on continue, il y aura juste encore plus de morts. Au final, c'est les autres ethnies qui vont profiter. Hong Liang garde le silence. Tu te souviens de la première chose que je t'ai apprise? Je regarde Hong Liang, et je continue de demander. Hong Liang répond doucement, devenir quelqu'un de bien. Tu penses que continuer la guerre, c'est ça, être quelqu'un de bien? La tente devient silencieuse. Enfin, Hong Liang inspire profondément et dit, maître, je t'écoute. Il marque une pause. Mais j'ai une condition. Ce n'est pas qu'une affaire personnelle. C'est le destin de tout le clan humain qui est en jeu. On peut arrêter la guerre, mais il faut une vraie garantie pour les deux clans. C'est quoi ta condition? Maître, venez au palais, soyez mon conseiller royal. Avec votre prestige d'enseignant, vous pourrez calmer les extrémistes des deux clans. Ensuite, vous épousez la princesse des dragons. Alliance entre humains et dragons par mariage. Ce sera la preuve de paix pour les deux clans. Et puis, vous épousez la princesse des dragons. Alliance officielle entre les deux peuples. Un vrai lien pour la paix. Dong Lingyi lève soudainement la tête en entendant cela. D'un mieux plein d'étonnement dans la forêt dorée. Puis elle n'arrive plus à cacher sa joie. Je réfléchis un instant. Cette condition a l'air d'un mariage politique. Mais en réalité, c'est juste pour que Long Lingyi et moi soyons enfin réunis au grand jour. Mon disciple est vraiment prêt à aller jusqu'au bout du bien. Alors, je hoche la tête. Et j'accepte. Mon mariage avec Long Lingyi est fixé dans un mois. Pendant ce mois, je fais sans arrêt l'aller-retour entre les humains et les dragons. Je coordonne l'accord de trêve. Long A tient aussi ses promesses. Grâce à ma médiation, les dragons reculent de 300 lits pour montrer leur sincérité. Hong Liang ordonne aux troupes humaines de reculer aussi. Il lève l'état d'alerte et libère les prisonniers dragons. 300 ans de guerre prennent fin doucement grâce aux efforts des deux camps. La page se tourne. Quand la nouvelle se répand, qu'on soit humain ou dragon, tout le monde explose de joie. Ça a duré trop longtemps, cette guerre. Personne ne se souvient pourquoi la guerre a commencé. Tout le monde se souvient juste de la mort, des adieux sans fin. La paix n'a pas de prix. Chacun la savoure plus que tout. La cérémonie se déroule au sommet de Tianyuan, au centre du continent. C'est la frontière entre humains et dragons. Et c'est aussi l'endroit le plus riche en énergie spirituelle. Tianyuan a été magnifiquement décoré. Rubans rouges humains et drapeaux argentés des dragons se mêlent en beauté. Les fleurs spirituelles couvrent partout, enchantées par les formations. Elles éclosent toutes en même temps. Les pétales flottent au vent comme une neige multicolore. Les invités se rassemblent de toute la région. Sous leur bénédiction, tout a fleuri en même temps. Des pétales s'envolent au vent, comme de la neige colorée. Les invités affluent. Du côté des dieux, Hong Liang emmène les ministres et officiers pour nettoyer les dragons. Là-bas, Lan Ha arrive avec les anciens et la royauté. Dizaines de milliers de gens des deux peuples viennent de partout, encerclant complètement Tianyuanfeng. Je me tiens au sommet, sur le podium de la montagne. À côté de moi, Long Lingyi porte la jupe argentée typique des dragons. Ses longs cheveux tombent comme une cascade. Ses yeux dorés brillent au soleil.
Anglian fait personnellement office de témoin du mariage. Debout au centre de l'autel, sa voix porte à travers toute la montagne. Aujourd'hui, reconnaissance sur Tian Yuanfeng. Pour la première fois en 100 ans, les humains et les dragons se rassemblent dans la joie et non pour la guerre. L'union du professeur Lin Moang et de la princesse Long Lingge, ce n'est pas juste leur histoire, c'est le début de la paix entre deux peuples. Dès aujourd'hui, les armes rentrent au dépôt, les chevaux prennent leur retraite, que l'harmonie dure entre projecte nos peuples, et qu'il n'y ait jamais de guerre. Dames acclamations éclatent, comme des vagues sur la montagne. Je serre la main de Long Lingge. Je regarde tous ces visages souriants en bas, humains et dragons côte à côte. Certains pleurent, d'autres rient. La plupart regardent juste le ciel, perdus. Ils n'avaient pas eu ça depuis longtemps. Lever les yeux au ciel sans craindre des attaques soudaines. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas pu. Plein de souvenirs affluent tout à coup. Je repense à la montagne derrière le village Luhua. La vallée qui a changé mon destin. Je repense à l'oncle Li travaillant le bois, aux copeaux qui volaient et à l'odeur fraîche du bois. Je repense à Ruolan lavant le linge au coucher du soleil, au petit Lu penché en récitant Moang, Moang, à Maître Wu sur la falaise, au coucher de soleil où je changeais de vêtements, et au petit Lu penché répétant Moang, Moang, à ce que disait Maître Wu près du bord. Continue de t'entraîner, tu n'es pas encore prêt. Ce soir d'automne, un jour de neige, une jeune fille frêle recroquevillée dans un coin. Je pose mon manteau sur elle, viens, suis-moi. Sur tout ce chemin pour rentrer à la maison, j'ai perdu beaucoup. Maître Ruolan, Petit Lu, Maître Wu, ceux qui ne sont restés qu'un temps dans ma longue vie, ont fini par partir aussi rapidement. Tous ont laissé des traces indélébiles dans mon cœur, mais j'ai aussi beaucoup reçu. L'artisanat transmis par l'oncle Li, les arts martiaux de Maître Wu, la fierté transmise par Anglian, l'amour profond et sans limite de Long Lingge, et tous ceux que j'ai aidés. Les enfants sauvés des démons, tous ces gens épargnés par la guerre grâce à moi. L'immortalité n'est pas une bénédiction, c'est porter à jamais tous ces adieux. À quoi penses-tu, mon amour? Elle me regarde et sourit. Son sourire est chaleureux, paisible, comme si un poids s'était enfin envolé. Je me dis, ce chemin en valait la peine. Dans le public, Anglian, il touche son épée à la taille. Celle qui était jadis très rouillée est aujourd'hui brillante, larme divine. Le soleil se couche. Dame lumière s'allume peu à peu sur Tian Yuanfeng. Dame centaines de lanternes sont allumées dans la montagne. Les lumières oranges montent doucement, comme une pluie d'étoiles montant du sol au ciel. J'ève la tête vers le ciel couvert de lanternes. Je pense soudain à ce que l'oncle Li m'a dit. Le cercueil est la dernière maison d'une personne. On doit y faire attention. Ma vie a commencé en fabriquant des cercueils, pour offrir aux disparus leur ultime demeure. On ne peut pas bâcler. Toute ma vie j'ai commencé comme ça, pour offrir aux morts leur dernier foyer. Et finalement, j'ai offert la paix au monde. Un pays prospère où tout vive en paix. Peut-être que c'est là mon coffre, pas fait de bois, mais forgé par des siècles de bonté et de sacrifice. Un cercueil qui contient tous les adieux et fardeaux, les épreuves et les espoirs d'un immortel. Ce qui reste immortel, ce n'est pas mon corps, c'est la marque que je laisse sur ce monde, comme une trace d'encre légère, qui ne disparaîtra jamais. 3e année après le mariage. Un monde en paix, échanges commerciaux fréquents entre les deux races. Et moi j'ai fait ce que personne ne comprenait. J'ai ouvert une boutique de cercueils au pied de Tian Yuanfeng. Quand Donglin l'a appris, il buvait son thé. Il a failli recracher son eau de source. Tu es un seigneur humain, créateur de la paix entre nos deux peuples. Et tu fabriques des cercueils. Quel mal est ça? C'est l'art de mon maître, je ne peux pas l'abandonner. Long Lingge ne peut rien y faire. Elle me laisse donc faire. La boutique est petite, 3 pièces et une cour. Comme la boutique d'autrefois à Kinshizain, celle de la famille Li, presque à l'identique. J'ai taillé une enseigne dans un morceau de cyprès, gravé dessus Cavoli, pas Cavolin, mais Cavoli. Long Lingge regarde l'enseigne. Elle reste silencieuse un instant. Elle ne pose aucune question, et m'aide calmement à l'accrocher. Elle me comprend. La rumeur circule. De plus en plus de gens viennent me demander des cercueils. J'accueille tout le monde, quel que soit leur statut, ou leur race. Les humains s'assoient ici. Les dragons aussi, et les jours passent paisiblement, calmes et simples, jusqu'à un soir. Long Lingge me regarde travailler le bois dans la cour. Nos ombres s'étirent sous le soleil couchant. Soudain elle demande, Moang, tu crois qu'un jour nous aurons besoin d'un cercueil, nous aussi? Je souris. J'en ai fait pour tellement de gens dans ma vie, sauf pour moi-même. Long Lingge penche la tête. Ses yeux dorés reflètent le couchant. Alors moi non plus, je n'en veux pas. Je veux juste rester à tes côtés. Je pose mon rabot, sur le point de lui répondre, quand soudain, dans ma tête, la voix de l'immortalité. Le système affiche sans prévenir, un nouveau message jamais vu. Haute condition secrète débloquée. Déverrouillage de souvenirs enfouis.
Une violente migraine envahit ma tête. Je pose un genou à terre, la main serrée sur le sol. Mes veines ressortent sur mon front. D'âmes souvenirs affluents comme des miroirs brisés. Ils tournent en frénésie dans mon esprit. Ce ne sont pas des souvenirs de cette vie, mais elles sont bel et bien à moi. Je revois le monde à l'aube du chaos. Au-dessus du 9e ciel, un palais immense, indescriptible, se dresse au bout de la mer de nuages. Une silhouette floue siège dans le palais. C'était moi ou non? Pas le moi que je suis aujourd'hui, mais moi d'il y a des milliards d'années. Les souvenirs affluents en torrent. J'étais le premier être conscient dans les étoiles sans fin. Le tout premier. Sans nom, sans identité. D'une longévité égale à l'univers. Maître du cycle de la vie et de la mort. Je gérais les destins, mais je n'avais jamais vraiment vécu une seule journée. Je ne connaissais ni chaleur ni froid du monde. Je ne comprenais rien au cycle de la vie et de la mort. Encore moins ce que signifie le mot amour pour les humains. Les lois éternelles du ciel ont tourné dans mes mains pendant des ères. J'ai commencé à m'en lasser. Je commence à être confus. Alors j'ai posé une question au ciel. C'est quoi la vie? C'est quoi la mort? Le ciel n'a pas répondu. Il m'a seulement donné un choix. C'est l'heure la pierre divine. Renaître en humain. Vivre 1000 épreuves dans le monde. Si je comprends la vie et la mort en tant que mortel, je pourrais redevenir le maître du ciel, et ne plus jamais douter. Sinon, mon âme se dissipe. Le ciel choisirait un autre maître. J'ai choisi de renaître. Cette pilule d'immortalité que tout le monde croyait jeter, ce n'était pas jeté par quelqu'un d'autre. C'est moi, avant de sceller mon esprit, qui m'a laissé ce dernier filet de sécurité. Elle m'a gardé en vie, mais pas à l'abri de la souffrance. Car la réponse que veut le ciel, il faut l'écrire dans la douleur. Le flot des souvenirs disparaît peu à peu. Je suis à genoux, haletant. La sueur froide trempe mon dos. Dong Linghe me soutient, inquiète. Les lianes dorées sont couvertes de traces de frayeur. Qu'est-ce qui t'arrive? Je relève lentement la tête. Je regarde son visage. Et puis, je me souviens de la main maigre de l'oncle Li avant sa mort. Je repense à Ruolan, tenant sa bourse près de la corde. Je me souviens du petit cerf m'appelant oncle Lin. Je pense à la note Ne pense pas à moi sur le bureau du vieux Wu. Je vois Ongliant en larmes appeler maître devant l'armée. C'est quoi la vie? C'est ce thé amer offert par l'oncle Li. Amer et un peu âpre, mais il réchauffe le cœur. C'est la fumée de cuisine chez Ruolan. C'est ce serpent blanc sur l'épaule du sentier. Ce petit serpent blanc lové sur l'épaule. C'est quoi la mort? C'est l'odeur du bois éclaté. C'est le dernier baiser d'adieu avant de fermer le cercueil. Ce sont toutes les rencontres et séparations. Le système affiche à nouveau l'hôte en tant que mortel. A traversé 1000 ans de vie, compris vie et mort, su ce qu'est la séparation, a fait le bien et le mal, gardé son cœur. Épreuve du ciel réussie. Voulez-vous redevenir le maître du ciel? Je regarde les deux choix devant moi. Je reste silencieux très, très longtemps. Linghe ne comprend pas. Elle serre seulement ma main fort. Ses doigts sont un peu froids, comme ce petit serpent blanc d'autrefois, lové dans le creux de ma main. Au loin, sur le mont Tianyuan, Dame lanterne céleste s'envole, allumée par les villageois, comme des étoiles montant du sol au ciel. Je ferme les yeux, je prends une grande inspiration, puis, dans mon cœur, je fais un choix de refuser. Le système se tait un instant, comme si même le ciel n'attendait pas cette réponse. Parce que le maître du ciel n'a pas besoin d'un magasin de cercueils, pas besoin de l'odeur des fleurs jetées, pas besoin qu'on lui demande le soir. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Mais moi, j'en ai besoin. Je reste silencieux très, très longtemps. Si longtemps que je pense qu'il ne parlera plus jamais. Et alors, des mots dorés jamais vus apparaissent. Ils flottent dans mon esprit. Le ciel a compris. La grande voix, c'est la vie éternelle. Le système est définitivement fermé. Les mots dorés se dissipent. La voix glacée qui m'a accompagné 1000 ans tombe dans le silence total, presque comme si elle n'avait jamais existé. Je laisse échapper un long soupir. Soudain, je me sens beaucoup plus léger, comme si j'avais enlevé quelque chose d'invisible. C'est fini. Tout va bien, j'ai serré la main de Long Linghe. Elle a souri, allons-y. Rentrons manger. Long Linghe m'a regardé avec suspicion. Après s'être assurée que j'allais vraiment bien, elle a poussé un soupir. Elle m'a aidé à me relever. Elle a enlevé les copeaux de bois sur mes vêtements. Elle m'a grondé, tu m'as fait peur. Ne fais plus jamais ça. Je l'ai prise par la main et nous sommes entrés. La nuit tombait doucement derrière nous. À peine arrivé à la porte, je me suis soudain arrêté, car même si le système s'est fermé, il restait une ligne de texte faiblement visible, gravée au plus profond de mon âme, qui venait tout juste de remonter à la surface. Ce n'était pas une notification du système, c'était la voix même du Dao céleste, comme des étoiles formant le Dao. Le Dao sait tout, mais le Dao ne peut être sans maître. Le choix du maître a été enregistré. Dans 1000 ans, si l'humanité est en danger, le Dao veut reposer la question. À ce moment-là, tu ne pourras pas refuser. Je suis sur le seuil.
Le vent du soir caresse mon visage. Cette ligne s'efface rapidement dans mon esprit, comme une feuille d'automne tombant dans l'eau. Elle a sombré silencieusement. Derrière moi, Long Ling crie: Tu rêves à quoi? Le repas va refroidir. Je me retourne. Je vois les lumières s'allumer dans la brume. Je regarde sa silhouette occupée près des fourneaux. J'ai 1000 ans devant moi. Ça suffit, je souris. Je franchis le seuil et entre. Je referme doucement la porte. Dehors, la nuit est épaisse. Milliers de lanternes s'élèvent sur le pic Tianyuan, brillant comme une rivière d'étoiles. Et dans la salle secrète des 9 cieux, la chaise vide depuis 1000 ans, au milieu de l'obscurité, attend calmement le retour de son maître.